ce sujet-là, de la laïcité notamment, est d'une actualité brûlante, comme c'est souvent le cas en France. Je me souviens d'un collègue universitaire, M. Rivero, qui malheureusement a disparu depuis quelques années, qui disait de ce thème-là qu'il sentait toujours la poudre. Comme chacun le sait sans doute, on est nombreux à attendre avec impatience aujourd'hui cet arrêt du Conseil d'État qui concerne la question de l'utilisation des crèches de Noël dans les établissements publics. Et nous allons savoir si cela relève du cultuel ou du culturel, puisque ce sont les juges qui vont finalement le dire et trancher la question. Je suis d'autant plus impatient que je vais développer ce thème ce soir avec mes étudiants dans le cadre d'un diplôme universitaire qui a été développé à la faculté de droit qui s'intitule Religion et société démocratique. Et j'ai la chance dans ce cadre-là d'enseigner la laïcité en France, mais aussi la laïcité en Turquie, parce que j'ai enseigné pendant 7 ans à la faculté de droit de l'université de Galatasaray, et forcément je me suis intéressé à cette laïcité turque, créée par un leader charismatique, Mustafa Kemal Atatürk, et actuellement déconstruite par un leader tout aussi charismatique, Recep Tayyip Erdogan, qui est l'actuel président de la République de Turquie. Il m'a été demandé de vous présenter une forme de synthèse des réflexions qui ont été les nôtres à l'occasion de ce colloque qui s'est tenu récemment à Montpellier et que j'ai essayé d'organiser. Et donc permettez-moi de vous en parler en plantant le décor tout d'abord. En tant que constitutionnaliste, alors j'ai appris que vous étiez les choristes, alors nous on nous appelle les cercopistes. En tant que constitutionnaliste, nous sommes tous rattachés au niveau national à une association qui s'appelle l'Association française des constitutionnalistes. Et cette AFDC, comme chaque année, crée un mouvement de réflexion autour d'une thématique. Et 2016 a été l'année du choix du sujet suivant, constitution et numérique. Et ce programme d'études nationales est ensuite décliné au niveau local par certains centres de recherche. Et celui de Montpellier a décidé de proposer de travailler sur le numérique au service du renouvellement de la vie politique. Point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation, bien évidemment. Alors, avant de vous parler de cette journée de Montpellier, je tiens à souligner le fait que le numérique intéresse nécessairement le droit et la vie politique. Et en retour, le droit et la vie politique s'intéressent au numérique. Il y a énormément de questions que je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder, mais des questions de souveraineté. On parle de souveraineté numérique, c'est un terme qui est devenu à la mode. On parle de vote électronique. Il y a des nouveaux droits et libertés qui sont en train d'émerger. Droit au silence des puces, droit à l'oubli, droit à la déconnexion, droit d'accès à Internet, même un statut des sportifs en ligne qui est en cours de création depuis la publication récente de la loi sur le numérique qui est intervenue au mois d'octobre de 2016. Il y a aussi des droits et libertés classiques qui sont affectés par le numérique, comme la liberté d'expression, la vie privée, etc. Et il y a aussi une question intéressante qui est celle de savoir si le numérique permet de fabriquer du droit. Et donc, si les citoyens peuvent être amenés à intervenir dans un champ dans lequel ils n'ont pas l'habitude de développer leur activité, on sait qu'ils choisissent plus qu'ils ne décident politiquement directement. Donc il y a ce que certains appellent une démocratie liquide qui est en construction et qui est intéressante et qui intéresse les juristes et les politistes. Alors pour en venir à la journée de Montpellier, j'ai décidé de vous faire une présentation synthétique autour de 2 points.
et de 2 sous-parties. Ça, c'est la maladie des juristes. On réfléchit comme ça, donc on ne peut pas se changer. En 2 temps. En 2 temps, voilà. 2 temps de mouvement. Donc tout d'abord, première question, le numérique est-il un nouveau moyen d'expression politique ? Est-il un nouveau moyen d'expression des responsables politiques ? Est-il un nouveau moyen d'expression des citoyens ? En fait, ce sont les 2 idées qui ont été traitées par l'ensemble des collègues et par moi-même dans cette première matinée. Et s'agissant des responsables politiques, le résultat des réflexions était le suivant. On comprend l'intérêt qui est le leur face à la crise de la représentation, notamment. Le numérique est utilisé par leurs soins avec une volonté quelque part assez nette de raviver la démocratie. Mais sans l'abandonner véritablement aux citoyens. Il n'y a pas véritablement, dans l'utilisation des outils numériques par les responsables politiques, une véritable volonté de créer de la démocratie participative qui serait impulsée par eux-mêmes. Au contraire, ils la voient comme une vitrine, comme quelque chose qui leur permet d'occuper le terrain. Et donc le numérique est utilisé par les responsables politiques pour assurer leur communication, la communication politique individuelle, par le biais de Twitter, de Facebook essentiellement. Et ce sont surtout entre guillemets, les ténors politiques qui ont une forte présence en ligne grâce à leurs assistants, il faut le dire, qui en réalité alimentent les prises de position et les échanges sur le net. Un chiffre a retenu l'attention de tout le monde. 80% des élus en France, toutes catégories confondues, 80% des élus n'ont pas de compte Twitter. Ce qui signifie que ce sont véritablement les responsables politiques qui sont durablement installés dans la vie politique française, qui ont saisi ce moyen de communication. Et donc, le numérique ne permet pas de renouveler la classe politique ou ne permet pas aux jeunes, entre guillemets, d'émerger alors qu'on aurait pu l'imaginer. Un nouveau moyen d'expression politique des citoyens, c'est une question qui également a été abordée. Et de ce point de vue-là, il y a 2 appréciations assez mitigées, assez faibles dans un premier cas et des balbutiements dans un second. Faible avec la question du vote électronique. Il existe depuis longtemps en France, au travers des machines à voter notamment, et il existe aussi par Internet, mais essentiellement pour les citoyens français qui sont expatriés à l'étranger, pour désigner leurs députés de l'étranger, c'est assez nouveau, ou pour désigner des conseillers consulaires qui vont eux-mêmes désigner des sénateurs des Français de l'étranger. Le problème de ce vote électronique, c'est qu'il a du mal à se développer pour une raison essentielle. Il y a un problème structurel de sécurité. Problème structurel de sécurité, il n'y a pas de chaîne de confiance et donc il y a un risque de fraude toujours présent, en conséquence de quoi il y a un obstacle majeur à son développement. En plus, les politistes qui ont traité ce sujet ont constaté qu'il n'y avait pas de changement dans les choix politiques exprimés par les citoyens. La seule nouveauté donnée par les machines à voter, et qu'on retrouve aussi par Internet, c'est l'inscription, la présence du vote blanc avec un bouton dédié sur les machines. En outre, ce vote-là n'avait pas pour conséquence de permettre une diminution de l'abstention, ce qui intéresse fortement les responsables politiques, bien évidemment, parce qu'ils sont en perte de légitimité dès lors qu'ils sont désignés par des électeurs qui se déplacent en nombre de plus en plus faible. Le seul avantage, la rapidité du dépouillement. Alors là, effectivement, il y a un avis unanime à ce sujet-là. En revanche, par exemple, aux États-Unis, il y a de l'intérêt pour ce vote électronique ou par machine, parce que leur vote est beaucoup plus complexe que chez nous. Quand ils votent, les citoyens américains, eh bien, ils votent en même temps pour un référendum,
pour désigner des responsables locaux, pour désigner des procureurs, pour les élections. L'actualité est là, etc. Et la complexité du vote est plus facilement traitée avec l'outil technique. Donc il faudrait peut-être réfléchir de notre côté pour faire évoluer cela, mais cela suppose quand même un travail assez profond. Et les politistes, pour terminer sur ce point, ont remarqué que l'intérêt des citoyens se portait de façon assez importante sur la question des pétitions en ligne. Alors là, effectivement, il y a de la participation, les citoyens sont au rendez-vous. Les balbutiements, on peut les retrouver pour les citoyens au sujet de leur participation à la vie politique et notamment participation à l'écriture du droit. C'est assez nouveau. Alors le référendum existe depuis très longtemps, mais on sait qu'il peut être mal utilisé et tourné au plébiscite, et on sait que nos responsables politiques, à part De Gaulle, ont eu plus tendance à le mettre de côté qu'à le faire vivre régulièrement. En revanche, la question actuelle, c'est celle de savoir si le numérique permet aux citoyens de décider en politique, de prendre des décisions juridiques, et comment c'est possible. Et il y a deux expériences intéressantes sur lesquelles on a travaillé. L'expérience islandaise, avec l'idée d'une écriture numérique d'une constitution, et l'expérience française avec l'écriture numérique de la loi sur le numérique, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces expériences-là, on les a trouvées assez intéressantes avec les collègues. L'Islande, eh bien, c'est le cas d'une constitution post-crash 2008 dont il est question, puisque vous savez sans doute qu'il a été demandé aux Islandais de rembourser la dette d'une banque privée. Ils n'ont pas été du tout d'accord avec cela, et on peut le comprendre. Ils ont assiégé leur parlement avec des casseroles et des poêles pour leur dire tout leur mécontentement, et ils ont réclamé une nouvelle constitution, et ce faisant, eh bien, il y a eu un travail constituant assez original qui a été mis en place. Une assemblée a été tirée au sort sur les listes électorales. Dans cette assemblée, le peuple a choisi des membres ayant vocation à créer une petite structure dite assemblée constituante, c'est-à-dire celle qui va écrire le texte. Et enfin, il y avait un référendum consultatif à la clé pour valider le travail. Et l'aspect numérique se situe dans cette phase intermédiaire du travail de l'assemblée constituante. Il y avait un site internet dédié, le projet écrit était en ligne, et les internautes, ce qui est intéressant, pouvaient intervenir, faire des propositions d'amendements, et il y en a eu de nombreuses, plus de 3600 interventions, et me semble-t-il 320 et quelques propositions de réécriture du texte, le tout validé par l'Assemblée constituante par la suite, avec une discussion publique présente sur le net, etc. Donc de la transparence et de la participation. Alors cette expérience islandaise, elle est très riche. Si je m'arrête là, je pourrais vous dire que c'est un véritable succès. C'était en 2011-2012. Malheureusement, ce succès s'est transformé en échec, puisque les représentants du peuple, les parlementaires, ont jugé bon de ne pas donner suite à ce travail constituant et ont finalement enterré cette nouvelle constitution. Donc c'est un exemple malheureusement décevant, mais ce n'est pas parce que l'expérience a échoué qu'il faut la laisser de côté. Très souvent, on s'enrichit de ces échecs, et ça peut être intéressant pour la suite. Et cette année, le Sri Lanka, par exemple, a lancé une procédure qui se rapproche de cette procédure islandaise pour réécrire la Constitution. Alors je ne sais pas si la démocratie des îles est une démocratie en ligne qui a vocation à échouer systématiquement. Je ne le souhaite pas pour le Sri Lanka, mais peut-être qu'il y a un modèle intéressant pour nous en tout cas. Et on peut être optimiste avec ce qui s'est passé autour de la fabrication de la loi sur le numérique en France, avec un travail en amont fait par le Conseil national du numérique et une participation là aussi des citoyens qui le souhaitaient à l'écriture
de cette loi. Des contributions importantes ont été données sur Internet et la loi en question a été réécrite dans 5 de ses dispositions grâce à cette participation citoyenne en ligne. Donc c'est assez intéressant. Et là, pour le coup, les parlementaires ensuite ont bien voté cette loi qui vient d'entrer en application. Ce que je peux vous dire de cette procédure, c'est qu'elle a sans doute vocation à se généraliser, puisque ça a été inscrit dans le droit, dans une loi organique récemment, volonté de consulter des citoyens en amont de la préparation de la loi. Donc le droit est en train de formaliser cela. C'est important parce que ce n'est qu'au départ qu'une initiative politique du secrétariat d'État d'Axel Lemaire, qui a travaillé en collaboration avec celui qui a récemment déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, M. Macron. Deuxième point, et vous me le dites si je suis trop long, je m'arrête quand vous le souhaitez. Juste pour avoir le temps un peu de discuter. Alors, 2 minutes. Je vais aller très vite. Voilà. Deuxième point, est-ce que le numérique est un nouveau moyen de contrôle des politiques ? C'est le deuxième aspect qui a été développé dans l'après-midi de cette manifestation. Globalement, oui, quand il permet un contrôle politique collectif par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent constituer ce que certains ont appelé des ascenseurs de la contestation pour bouleverser l'ordre établi. L'exemple des printemps arabes notamment. Le numérique a permis de contourner la censure, a appuyé les révoltes en soulignant le défaut de protection des droits et libertés notamment, mais aussi pour contester la politique d'un État, c'est-à-dire de façon plus ponctuelle. Il y a l'exemple de Gezi Park en Turquie en 2013 ou l'exemple de la révolte des parapluies en Hong Kong qui a été appuyé par le numérique, et des réseaux sociaux aussi qui peuvent être le support de la création de nouvelles formations politiques. Je pense au parti Pirate notamment, qui a été créé par une page web à la suite d'une blague entre amis. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Mais ce parti Pirate vient d'obtenir 10 députés au Parlement islandais sur un total de 63, donc c'est plus qu'une poussée démocratique à souligner. Et je terminerai sur les lanceurs d'alerte, puisqu'avec eux a été étudié le contrôle politique individuel. Lanceurs d'alerte, leur rôle a été analysé par un philosophe qui estime qu'il s'agit d'un contrôle nouveau, sans espace public, sans groupe public, avec l'anonymat comme principe de l'action. Alors bien évidemment, on a parlé de Snowden, de Chelsea Manning, notamment de Wikileaks. Ce qui est intéressant, nous a dit ce philosophe, et je m'arrêterai là, c'est que ce contrôle politique individuel permet d'assurer une surveillance de l'État, de l'intérieur de l'État, alors que nos contrôles démocratiques classiques se font de l'extérieur de l'État. Et c'est particulièrement intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention.